Cette séance est multi-thématique et vous allez le voir tout de suite. On va maintenant s'intéresser à un domaine complètement différent, celui des implants rétiniens. La plasticité du cerveau, c'est précisément sur cet aspect que l'oratrice suivante a axé ses recherches. Vous en constatez. C'est un grand plaisir d'introduire le professeur Laurence Brice, diplômé en sciences biologiques de l'université Mont-Sénaux en 1994, docteur en biologie en 1997. Professeur Brice est spécialisé dans le domaine des neurosciences et plus particulièrement des mécanismes de la mémoire et de l'apprentissage. Elle a été aspirante de la FNRS dans son doctorat, puis chargée de recherche, et elle a effectué un premier séjour de recherche au Collège de France à Paris, dans le sein de CNRS, et elle a travaillé sur la plasticité cérébrale, et elle a obtenu une thèse d'agrégation pour l'enseignement supérieur en 2002. Elle a fait un postdoc à l'Université College of London, et puis elle a été nommée chercheuse qualifiée au FNRS en 2003 au sein du département de neurosciences. Elle a développé une expertise dans le domaine de l'électrophysiologie et plasticité des connexions neuronales. Elle a plusieurs collaborations très haut niveau, au niveau international et national. Elle est chargée de cours depuis 2012 et professeure ordinaire depuis 2018. Elle est maintenant vice-doyenne de la faculté de médecine et pharmacie de l'université de Mons depuis 2014. Elle a présidé la Société belge de neurosciences et elle est maintenant présidente du Belgian Brain Council. Elle est impliquée dans beaucoup de réseaux internationaux et on est très heureux de la voir aujourd'hui à l'Académie dans cette séance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'Académie royale pour l'invitation. Et voilà, la présentation d'aujourd'hui est un des projets de recherche dans lesquels le laboratoire de neurosciences est impliqué, puisque, comme vous l'avez entendu, notre laboratoire fait de l'électrophysiologie, s'intéresse à la plasticité cérébrale, mais dans différents domaines. Alors, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de présenter ce projet sur les implants? C'est parce qu'il illustre ce que nous essayons de mettre en place à l'Université de Mons, c'est-à-dire des projets transdisciplinaires qui allient à la fois la technologie, les sciences médicales, les sciences biologiques ou biomédicales et également un volet sciences humaines, c'est-à-dire comment les patients vont finalement adhérer au traitement et quelle est la valeur ajoutée pour les patients d'un traitement. Et en particulier, l'interface entre les ingénieurs et la médecine est particulièrement importante puisqu'on a à la fois le développement des techniques médicales, ce qu'on appelle le medtech, et maintenant de plus en plus également l'analyse des données par l'intelligence artificielle, dans un boom, et qui nécessite ce dialogue perpétuel que l'on essaie d'implémenter à l'UMONS, à la fois dans l'enseignement de la médecine et des sciences biomédicales, mais également dans la recherche. Donc, pour parler du sujet d'aujourd'hui, donc la vision, il suffit évidemment de réfléchir à ce que l'on fait de notre vision à partir du moment où on ouvre les yeux pour la première fois dans la journée, pour se rendre compte qu'en fait, on ne va fermer ses yeux que lorsque l'on souhaite se reposer ou si l'on souhaite se concentrer sur un autre sens, comme l'audition, ou si l'on souhaite réfléchir à quelque chose en particulier. C'est dire l'importance que cette vision a dans la vie de tous les jours. Et c'est dire également les difficultés que vont rencontrer les patients qui présentent des déficiences visuelles et également l'espoir qui repose sur la possibilité de restaurer la vision chez les patients avec une déficience visuelle. Alors les différentes stratégies qui sont appliquées pour restaurer la vision, eh bien, elles s'appliquent sur tout le chemin des voies visuelles, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui vont cibler la rétine, le nerf optique, le premier relais au niveau du corps géniculé latéral ou directement le cortex visuel. Cela va dépendre évidemment de l'endroit de la lésion et du type de pathologie concernée. Et évidemment, cette idée n'est pas neuve, cette idée de pouvoir restaurer la vision. Et donc déjà, à la fin du 18e, début du 19e, il y avait cette idée que l'on pouvait induire une perception visuelle grâce à une stimulation électrique de la rétine. Et donc, on avait la description de phosphène, donc la description de perception, de lumière au niveau du cortex visuel lorsque l'on stimule de manière électrique la rétine. Et les implants rétiniens ont cette idée-là de venir stimuler directement la rétine.
Donc, les implants rétiniens vont s'intéresser essentiellement aux maladies qui vont toucher les systèmes de perception de la lumière de la rétine, et donc en particulier les cônes et les bâtonnets, donc dans des pathologies comme la rétinite pigmentaire ou la dégénérescence maculaire, qui vont être les maladies les plus fréquentes, qui vont induire une perte progressive de la vision. Alors évidemment, l'espoir est très grand, et donc dès qu'il y a un essai clinique avec un petit peu de succès, c'est-à-dire la possibilité pour des patients de voir des contours, parfois de lire des lettres, et de se diriger dans leur environnement, eh bien, il y a beaucoup de médiatisation autour, évidemment, de ces essais. Alors cet essai si particulier, il repose sur une technologie assez simple à comprendre, c'est-à-dire que comme les photorécepteurs, les cellules réceptrices ne sont plus présentes au niveau de la rétine, eh bien on va remplacer leur travail en stimulant directement de manière électrique les cellules qui restent au niveau de la rétine. Et donc on a un dispositif avec une caméra sur les lunettes. L'image est transformée en un signal électrique et le signal électrique est envoyé sur l'interface au niveau de la rétine de telle manière à stimuler directement la rétine et envoyer ce signal vers le cerveau. Alors, malgré certains succès, eh bien, la société qui a développé ces implants a arrêté le développement de ces implants. Certains essais cliniques ont également été arrêtés. Et lorsque l'on regarde la littérature scientifique sur les essais cliniques, on parle de 5-6 patients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'extension pour l'instant de cette technique. Et donc, là, on essaie de trouver soit des alternatives, soit d'améliorer effectivement la technologie qui va permettre de restaurer la vision. Alors pourquoi c'est aussi compliqué et pourquoi ce n'est pas finalement assez performant? C'est parce que la rétine, ce n'est pas juste des photorécepteurs, ce n'est pas juste un système qui permet de transformer la lumière en électricité, c'est un petit intégrateur, c'est-à-dire il y a déjà tout un traitement d'information qui se fait au niveau de la rétine, au niveau de différentes couches cellulaires, et donc l'information qui va finalement quitter la rétine pour aller au travers du nerf optique jusqu'au cerveau, eh bien ce ne sera pas juste le fait d'avoir de la lumière au niveau de la rétine, mais ce sera un pré-traitement, un traitement important de l'information. Et donc lorsque les cellules réceptrices que l'on présente ici en microscopie électronique sont touchées, eh bien on va perdre la capacité de transformer des photons en un signal électrique. Et cette première transformation est assez simple, puisque dans les cellules réceptrices, dès que l'on applique de la lumière, donc des photons sont reçus, et bien les cellules répondent par une réponse électrique, donc ici une hyperpolarisation, un changement de potentiel de leur membrane. Mais si on regarde ce qui se passe dans la couche intermédiaire, c'est-à-dire toujours dans la rétine, mais juste après la cellule réceptrice, on a un processus qui va permettre, à partir d'un seul signal qui est l'arrivée de photons, de générer deux signaux différents complètement opposés. Puisqu'on va parler de système on et de système off, ça veut dire que ces cellules vont soit préserver l'information et la transmettre de manière identique, soit vont inverser l'information et donc donner une excitation lorsque la cellule précédente a été inhibée ou une inhibition lorsque la cellule précédente a été excitée. Ce qui va faire que les cellules qui vont finalement transmettre l'information vont soit être dites on, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre une information quand la lumière apparaît, soit de type off, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre l'information quand la lumière disparaît. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le processus, ça veut dire que ça va permettre non seulement à l'œil de voir la lumière, ce qui est déjà très intéressant, mais surtout de voir le noir. Et donc, ce que l'on va percevoir lorsque l'on regarde ici un tracé noir, eh bien c'est réellement ce tracé noir et ce n'est pas le négatif de lumière avec un trou qui ne serait pas éclairé. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le processus après d'intégration des signaux au niveau du cerveau, cette capacité à voir la stimulation lumineuse et à voir l'absence de stimulation lumineuse. Un deuxième élément, c'est qu'au niveau de la rétine, si on a 100 millions de cônes et de bâtonnets, on a un seul million de cellules qui vont finalement transmettre l'information. Ça veut dire qu'il y a une intégration du système. La cellule qui va transmettre l'information va capter l'information qui provient d'un grand nombre de cônes et de bâtonnets, ce qui va permettre non seulement de voir effectivement de la lumière et du noir, mais ce qui va permettre également d'acquérir la capacité de voir des contrastes et donc des contours. Et donc le signal qui sera envoyé ne sera pas un signal de présence de lumière ou d'obscurité, mais bien la présence d'un contour, c'est-à-dire une séparation entre une zone de lumière et une zone d'obscurité. Donc lorsqu'on regarde l'activité de ces cellules, elle est beaucoup plus complexe qu'un on-off,
C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque je déplace mon œil dans un champ visuel, eh bien, ma cellule va moduler son activité de manière très précise, ce qui va correspondre à l'apparition de contours dans le champ visuel. Et c'est ainsi que le cerveau va pouvoir commencer à détecter les contours et à utiliser le signal pour la perception visuelle. Et donc, lorsque l'on met des implants rétiniens, eh bien, on perd tout cet aspect de traitement, de pré-traitement de l'information, parce que ce que l'on va faire, c'est prendre une image, transformer cette image en signal électrique, et puis envoyer le signal électrique directement. Alors, il existe deux grandes formes d'implants, les épirétiniens et les subrétiniens. Les épirétiniens, c'est ceux que l'on met à la surface et qui finalement vont être les moins performants. Moins performants parce que si on les met ici à la surface, bien on perd évidemment tout le rôle des cellules intermédiaires, qui sont les cellules bipolaires, et en plus, on va passer sur les axones, ça veut dire que le courant va se propager sur une grande surface de la rétine, et ça va perdre fortement en spécificité. Ensuite, on a les implants subrétiniens qui sont déjà mieux parce qu'ils vont être placés sous la couche de cellules bipolaires, donc à la place des photorécepteurs, et donc ils vont bénéficier du traitement des cellules bipolaires, et en plus, il n'y aura pas cet aspect de stimulation des axones, donc ils seront beaucoup plus précis. Néanmoins, dans ce qui existe actuellement dans les implants, il faut absolument pouvoir augmenter la densité des électrodes, puisque évidemment, si vous avez un implant avec 64 électrodes à partir d'une image, eh bien, vous allez vous retrouver avec une pixelisation qui ne sera évidemment pas très efficace en termes de perception. Donc on va augmenter progressivement le nombre d'électrodes, on va miniaturiser ces électrodes de manière à en avoir le plus possible pour augmenter les pixels. On doit améliorer la spécificité, c'est-à-dire faire en sorte que le bon signal soit envoyé au bon endroit et ne déborde pas sur le voisin, donc il n'y ait pas de perte de courant. On doit augmenter l'ouverture, c'est-à-dire que pour l'instant, les implants permettent de voir avec un angle de 20 degrés, ce qui permet juste d'être dans un tunnel et de ne pas avoir du tout de vision périphérique. Et en fait, il faudrait respecter également la représentation rétinotopique, c'est-à-dire, on le sait, l'œil va recevoir l'image, ensuite cette image va être traitée par le cerveau avec le respect de la localisation de l'arrivée du signal. Donc si le signal arrive sur un endroit de la rétine particulier, il va être traité par un endroit particulier du cerveau. Et si on utilise un implant qui est placé dans une petite zone de la rétine, on ne va pas retrouver cette cartographie au niveau du cerveau. Et donc les ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de développer toute une série de nouvelles techniques qui pourraient être utilisées. Donc ici, c'est la description des techniques qui sont actuellement en cours de tests, soit chez l'animal, soit sur des rétines explantées, donc pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors vous voyez au niveau de ce qui est faisable chez l'homme, on a les implants épi et subrétinaux qui sont déjà utilisés, et puis dans ce qui pourrait être utilisé bientôt, on a le système photovoltaïque et le système optogénétique. Les autres systèmes sont encore très très loin dans le niveau de développement, et donc on n'est pas encore dans la possibilité de les utiliser. Alors petit focus sur le système optogénétique qui est ici, parce que vous le voyez, il permet d'augmenter très fortement la résolution spatiale, donc ça veut dire d'augmenter la vision, et c'est très peu invasif. Alors cette optogénétique, comment elle fonctionne? Quelle est l'idée? Finalement, l'idée c'est de dire on a perdu les cellules sensorielles, donc on a perdu les cellules capables de transformer les photons en électricité, et donc on va implanter des récepteurs qui vont permettre aux cellules résiduelles de la rétine de devenir photoréceptrices et donc d'elles-mêmes répondre à l'activation par les photons pour produire un signal électrique. Et donc on va pouvoir implanter ces canaux qu'on appelle les rhodoxines, les channelrhodoxines, à l'intérieur des cellules de la rétine grâce à des virus qui permettent la transfection. Et ça, dans les modèles animaux, ça fonctionne assez bien. Donc on peut montrer qu'effectivement, il y a moyen d'intégrer dans les cellules de la rétine ces protéines, que ces protéines permettent aux cellules de la rétine de redevenir photosensibles, c'est-à-dire de répondre à la lumière. Et il existe toute une série de toxines qui viennent des algues, qui viennent des bactéries, qui viennent de différents organismes, qui ont des propriétés spécifiques et que l'on peut utiliser pour améliorer la sensibilité des systèmes. À ce moment-là, notre rétine redevient sensible à la lumière. Il n'empêche qu'on n'a pas vraiment résolu complètement le problème, puisqu'elles sont sensibles à la lumière toutes de la même façon, puisqu'elles ont intégré le même virus. Ça veut dire que
eh bien, elles vont être juste sensibles à la lumière, et de nouveau, on perd le pré-processing rétinien, c'est-à-dire la capacité de transformer le signal avant de l'envoyer dans le cerveau. Et ça, on n'a toujours pas résolu. Et donc, si on simule, comme ça c'est des simulations par ordinateur qui permettent d'imaginer ce que le patient peut voir avec un implant. Et donc le premier problème que l'on a, c'est qu'évidemment, si on a une scène qui est très épurée, très simple, et donc dans les expériences de laboratoire, en général, le patient va dire qu'il voit les objets, en tout cas le contour des objets, mais dès que la personne se retrouve dans un environnement naturel qui est beaucoup plus pollué d'indices, eh bien ça devient très difficile de limiter effectivement le contour des objets, et donc la vision finalement n'est pas très performante. Ici, ce que les simulations qui ont été faites, c'est pour montrer ce qu'un patient pourrait voir avec les différents types d'implants. Donc ça, c'est les implants épirétiniens, donc c'est ceux que l'on met en surface de la rétine. Ça, c'est les implants que l'on met en dessous, au niveau des cellules bipolaires. Et ça, c'est finalement le système optogénétique qui améliore, on le voit nettement, enfin, qui pourrait améliorer nettement la perception, mais qui reste encore imparfait. L'étape suivante pour les ingénieurs, c'est évidemment d'améliorer encore la technique et de combiner, c'est-à-dire de combiner à la fois la partie électronique et la partie moléculaire. Et là, l'idée c'est quoi? C'est que l'on va mettre le canal sensible à la lumière, mais on ne va pas envoyer l'image directement sur la rétine, on va la transformer par un processeur qui va faire le travail des cellules bipolaires. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que le signal qui arrive sur les cellules ganglionnaires, donc qui va être transmis, soit un signal transformé, pré-traité, pour que les cellules ganglionnaires reçoivent ce qu'elles auraient dû recevoir si elles avaient été connectées à des cellules bipolaires et à des bâtonnets et des cônes. Et ça, chez la souris, ça a montré une certaine efficacité. Donc ça, c'est la réponse de cellules ganglionnaires d'une rétine normale, donc non déficiente. Ça, c'est la réponse d'une rétine qui a été rendue déficiente, donc qui a perdu ses cônes et ses bâtonnets, par lesquels on a utilisé ce nouveau processus, et on voit que les cellules ganglionnaires répondent plus ou moins de la même façon à la stimulation d'origine, c'est-à-dire qu'on a réussi à reproduire ce pattern d'activation dans la rétine. Par contre, dans les prothèses standards, eh bien, on voit que l'activité des cellules ganglionnaires, oui, il y a une activité, ça veut dire qu'il y aurait une information transmise au cerveau, mais que cette activité ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle aurait été dans une rétine normale chez un patient sain. Et donc le travail que nous, on va faire au laboratoire, c'est pas développer ces implants, c'est le travail de l'ingénieur, c'est de voir comment le cerveau va être capable finalement de s'adapter à l'information qu'il va le recevoir, en sachant qu'il ne va jamais recevoir exactement ce qu'il recevait avant. Il va recevoir une information qui sera modifiée d'une manière ou d'une autre. Et on sait évidemment depuis les travaux de Bell et Wiesel que le cerveau a la capacité de se moduler, de se modifier, donc elle présente une certaine plasticité. Et typiquement, le système visuel à la naissance n'est pas du tout mature et il va progressivement établir ses connexions au cours des mois qui suivent la naissance. Et on a pu montrer que si on a une déprivation visuelle monoculaire, eh bien, le cerveau s'adaptait à cette déprivation en se connectant de manière préférentielle à l'œil qui fonctionne et en se déconnectant de l'œil qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la plasticité corticale. Alors ça a été très bien décrit chez l'animal. Et la chose importante, c'est que ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien chez les jeunes individus, c'est-à-dire pendant la période de développement, évidemment, du système visuel. Alors, un point de complexité supplémentaire, c'est que non seulement notre cortex visuel est capable de s'adapter à la déprivation, c'est-à-dire que si on perd l'œil droit, il va se connecter à l'œil gauche, mais en plus, il est capable de s'adapter à la perte des deux yeux en devenant sensible à d'autres sens, comme la perception tactile fine, ou l'olfaction, ou l'audition. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de plasticité multimodale qui fait que le cortex visuel va progressivement traiter de l'information qui n'est pas de l'information provenant des yeux, mais qui est de l'information provenant d'autres sens. Et cette plasticité multimodale, on peut l'étudier de nouveau chez l'animal, c'est-à-dire avec des modèles de déprivation visuelle. On peut étudier au cours du temps comment le cerveau de l'animal va s'adapter, c'est-à-dire comment il va se connecter à l'œil résiduel ou à d'autres sens. Et chez la souris, l'autre sens, c'est le sens tactile.
tranquille au niveau des vibrisses. Et donc on peut voir que progressivement, le cortex va s'adapter et que, ça dépend du temps après l'énucléation, donc après la déprivation visuelle, mais deux, ça dépend de l'âge évidemment de l'animal. Alors de manière assez curieuse, donc ici ce sont des travaux qui ont été faits par nos collaborateurs de la KU Leuven, et ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que des souris plus âgées présentaient plus de plasticité multimodale. C'est-à-dire que chez les jeunes souris, vous allez avoir plus de plasticité vers l'œil résiduel et moins de plasticité multimodale. Et chez les souris plus âgées, plus de plasticité multimodale si les voies étaient différentes, qu'il y avait une maturation qui était différente. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, dans ce projet, c'est évidemment de mieux étudier cette plasticité et surtout de voir si on peut jouer avec cette plasticité. Autrement dit, est-ce que l'on peut faire en sorte que la plasticité se dirige en unimodal ou en multimodal? Parce que le problème du multimodal, c'est que si un patient devient progressivement aveugle et développe une plasticité multimodale, c'est-à-dire qu'il va devenir plus sensible au toucher, à l'olfaction, à l'audition, le jour où on va mettre un implant, eh bien, cet implant ne sera pas utilisé par le cerveau, parce que l'information qui va lui parvenir, eh bien, ce sera une information qui ne sera pas parfaite, qui ne sera pas très efficace, et donc le cerveau ne va pas spécifiquement s'adapter à cet implant. Ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de réadaptation. Et c'est ça qui fait que c'est aussi compliqué pour les patients qui ont les implants, finalement, de pouvoir les utiliser et de pouvoir vivre avec ces implants. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a moyen de jouer, de modifier cette plasticité, de la favoriser, pour que, eh bien, effectivement, s'il y a la possibilité de développer des nouveaux implants beaucoup plus performants, eh bien, finalement, le patient puisse s'adapter à cet implant et pouvoir l'utiliser. Alors, vous prenez déjà ça pour les implants cochléaires, hein, c'est un petit peu le même principe. Il faut une rééducation, il faut une réadaptation. Et donc, nous, on s'intéresse, évidemment, d'un point de vue électrophysiologique, à la balance entre l'excitation et l'inhibition au niveau du cortex. Et on le sait, hein, donc, la balance excitation-inhibition à la naissance et pendant le développement, elle est en faveur de l'excitation, ce qui va permettre énormément de plasticité, énormément de nouvelles connexions neuronales. Et progressivement, le système va s'équilibrer, l'inhibition va devenir plus importante, et tout ça va se consolider, ce qui va faire qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, le système devient de moins en moins plastique, de plus en plus rigide, et c'est de plus en plus difficile de modifier l'activité du cerveau. Mais il existe toute une série de facteurs qui vont permettre d'intervenir pour restaurer le niveau d'origine, c'est-à-dire ouvrir des fenêtres de plasticité, ouvrir des moments où la rééducation va être plus efficace, c'est-à-dire qu'après la pose d'un implant, si on arrive à réouvrir ces fenêtres de plasticité, le patient va pouvoir s'adapter plus facilement à cet implant, bien sûr avec une rééducation, avec du temps, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre complètement au cerveau à utiliser l'information qui est l'information qui provient du cerveau. Voilà un petit peu, donc on en est au tout début, c'est un projet de thèse qui est financé par les Amis des aveugles de la région de Mons, et donc on est en train d'étudier dans le cerveau de la souris ces mécanismes de plasticité, de manière à pouvoir ensuite voir si on est capable de les moduler. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va suivre de près l'évolution de ce projet, c'est très intéressant de le voir juste après la naissance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, le professeur. Oui, merci Laurent pour ce beau projet high-tech, implant rétinien. C'est tout à fait passionnant de voir qu'on pourrait suppléer effectivement des déficits à ce niveau-là. Je me demandais dans quelle mesure, si on exclut le pré-processing rétinien, en fait, c'est un gros problème pour restaurer probablement une vision efficace. Donc vraiment, il y a probablement une série de maladies qui ne seraient pas accessibles si le dégât est important, j'imagine, au niveau de la rétine. Si on ne peut pas compter quand même sur ces cellules, notamment les cellules ganglionnaires, les cellules intermédiaires, pour reproduire peut-être ce pré-processing. J'avais une sous-question, vous me le dites, c'était, outre le fait de l'excitation brute électrique, est-ce qu'il y a aussi pas une importance dans la fréquence, par exemple, de l'excitation, de la jeunesse, du potentiel d'action, donc pas aussi
une sélective d'excitation et qui n'est pas uniquement une excitation on-off. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc les cellules, on les appelle on-off parce qu'elles sont activées soit par la lumière, soit par le noir, mais en réalité, si on regarde leur activité électrique, elle est juste modulée au cours du temps en fonction justement des mouvements sur la rétine et des changements de luminosité, des contrastes qui apparaissent. Donc effectivement, l'activité des cellules ganglionnaires est extrêmement riche, est extrêmement complexe. Et donc, imaginez qu'on peut juste stimuler, il faut vraiment comprendre, étudier cette activité pour pouvoir l'imiter et après faire des stimulations qui sont très précises, alors cette fois-ci avec des systèmes qui permettent d'avoir des millions d'électrodes suffisamment miniaturisés pour venir exciter. Et donc maintenant, comme c'est complexe et que les avancées ne sont pas très importantes, de plus en plus de sociétés commencent à travailler sur les stimulations corticales en fait, pour venir directement sur le cortex visuel, stimuler et donc bypasser tout le signal, ce qui permet aussi d'agir sur d'autres maladies comme des dégénérescences au niveau du nerf optique ou des choses comme ça. Mais là aussi, on doit mieux comprendre le cortex visuel primaire pour pouvoir envoyer le bon signal et qu'il soit traité. Dans tous les cas, on imagine que ce que va voir le patient ne sera pas ce que voient les personnes voyantes. L'idée, c'est de lui donner de l'information qu'il pourra utiliser dans sa vie quotidienne de la manière la plus efficace possible. Et donc, c'est de recréer une vision, en réalité, à partir d'un stimuli sensoriel qui ne passe plus par l'œil, donc d'une information en particulier. Le monde digital n'est pas encore... Le monde digital n'a pas de questions. Mais je pense qu'il pense, comme tout le monde, que c'était passionnant et peut-être que les questions viendront à la prochaine conférence quand vous apporterez plus d'informations sur les développements. Merci, professeur Ries.